TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. L'IFAD bâtiment d'Adido Gomé va bientôt ouvrir ses portes aux apprenants. Mais l'heure est à leur recrutement. Recrutement lancé ce jour à Lomé. Les détails dans cette édition. Et puis le Togo va en guerre contre le dopage dans le sport. Les présidents de fédérations et responsables d'institutions sportives ont été entretenus sur la question ce jour. Les précisions à suivre également dans cette édition. Voilà donc pour les titres de cette édition. Il est 21h01. Il pleut sur Lomé ce soir. Prudence donc sur nos routes. Le Togo dispose depuis hier d'une centrale solaire située à Blita, dans la région centrale. L'infrastructure va permettre à notre pays de réduire considérablement sa dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur. Elle permettra de desservir plus de 158 000 ménages rien que dans la région de Blita et dans ses environs, dans la région environnante. Et c'est le chef de l'État, Faure Eswazimna Nyazingbe, qui a inauguré ce qui représente aujourd'hui l'une des plus grandes centrales photovoltaïques de la CEDEAO. Et vous suivez donc les images de la cérémonie inaugurale hier donc à Blita. Et cette centrale solaire est l'œuvre de Amea Power, une structure indienne. Et son président Hussein Al-Nowes a été élevé par le chef de l'État au rang de commandeur de l'ordre du Mono. Les détails avec Edem Soussoupo. Le Togo honore un partenaire de choix qui l'accompagne dans son ambition de réduire considérablement sa dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur. Hussein Al-Nowes, président d'Amea Power, est fait commandeur de l'ordre du Mono par le président de la République, Faure Eswazimna Nyazingbe. Monsieur Hussein Al-Nowes, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre du Mono. La centrale construite à Blita apporte une contribution essentielle à l'ambitieux PND, Plan national de développement 2018-2022 du Togo, qui vise à atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici à 2030 et à accroître la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique à 50%. Et l'Inde est résolument un partenaire de choix pour accompagner le Togo dans son projet d'indépendance énergétique. Exim Bank de l'Inde vient de consentir un prêt de 22 milliards de francs CFA au gouvernement togolais pour électrifier près de 350 villages sur toute l'étendue du territoire national. Nous reviendrons sur la signature de cette convention dans le courant de cette édition. Et sachez que la délégation du Commonwealth présente au Togo depuis plusieurs jours déjà poursuit ses consultations. Et ce matin, elle était au siège de l'Assemblée nationale où elle s'est entretenue avec la présidente de l'institution, Yawa Digboli Tchegan. Les discussions ont porté essentiellement sur les réformes constitutionnelles entamées par le Togo, la place de la femme dans la législature, le fonctionnement de l'hémicycle et les récentes réformes opérées en lien avec la charte du Commonwealth. Certains aspects de la vie sociopolitique du pays étaient également à l'ordre du jour de cette rencontre.
Et toujours dans l'agenda donc de la délégation du Commonwealth, elle a rencontré cet après-midi les organisations professionnelles des médias, histoire de s'imprégner de l'état de la liberté de presse dans notre pays. Le compte rendu avec Solange Amandé, la voix de Marie-Ange Bida. D'un côté, la délégation du Commonwealth et de l'autre, les organisations professionnelles de la presse. Au menu des échanges, l'état de la liberté d'expression au Togo, le rôle et l'exercice du journaliste sur le terrain, des sujets longuement évoqués par les deux parties. Il faut noter que depuis quelques années, au Togo, la presse a acquis beaucoup de liberté. La presse travaille dans un environnement plus aisé que ce qu'on avait connu. Donc, nous avons essayé d'expliquer ces conditions de travail à la délégation et nous avons aussi profité en tant que citoyens togolais pour parler du désir que les Togolais ont pour adhérer au Commonwealth, qui est un grand marché de plus de 2 milliards et un débouché pour notre pays. L'annonce de l'adhésion prochaine du Togo au Commonwealth est déjà beaucoup commentée par la presse togolaise, qui espère beaucoup en cette relation Togo-Commonwealth. C'est une très bonne chose d'avoir beaucoup de partenaires. Parce que si je prends l'exemple d'un marché, si vous êtes monopoleur, si vous n'avez qu'un seul partenaire, il vous dit les lois. Mais si vous avez plusieurs partenaires, vous avez à faire des choix. Donc, et si vous faites un petit sondage, nous en tant que journalistes, nous l'avons fait, c'est toute la population qui attendait cette adhésion du Togo au Commonwealth. Et vivement que les efforts puissent aller de l'avant pour que le Togo soit accepté parmi les pays du Commonwealth. Cette mission du Commonwealth prend fin ce soir. Demain, la délégation repart de Lomé, direction Londres. Les communes du Togo sont lancées dans une dynamique de coopération internationale. Maires et élus locaux des 117 communes du Togo sont depuis ce matin donc en forum d'échange et de partage d'expériences sur justement la coopération internationale des collectivités territoriales. De quoi est-il question? Des précisions avec ce reportage signé Marie-Chantal Gbogbo et Carmen Madjé. Akako. Plus de 150 acteurs des communes du Togo et de l'étranger partagent leurs expériences pour aller vers une décentralisation réussie. Les 117 communes du Togo pourront, à travers ce premier forum national sur la coopération décentralisée, nouer de nouveaux partenariats avec les collectivités étrangères pour une mise en œuvre efficace des actions de développement au niveau local. C'est une initiative de la fêtière des communes du Togo en collaboration avec le programme Décentralisation et gouvernance locale de la GIZ. Au nombre des instruments dont disposent les collectivités territoriales pour mener à bien leur mission, il y a ce qu'on appelle l'action internationale et en particulier la coopération décentralisée. Donc c'est quelque chose qui est né de l'amitié, des relations parfois entre personnes, parfois de la similitude entre certains terroirs. Mais une fois que c'est né, il faut la systématiser, il faut la faire passer par un moule méthodique et structuré pour pouvoir lui permettre d'obtenir des résultats. L'Union européenne est entre autres partenaires qui accompagnent le Togo dans son processus de décentralisation. L'Union européenne espère voir se dessiner une politique togolaise de décentralisation articulée dans le long terme, assortie d'une stratégie de mise en œuvre échelonnée et budgétisée qui clarifierait pour les citoyens et tous les acteurs et partenaires la répartition des compétences entre l'administration centrale, les services déconcentrés et les collectivités locales. Le processus de décentralisation au Togo est encore confronté à de nombreux défis. Pour le gouvernement, la coopération décentralisée pourrait offrir aux collectivités locales d'autres opportunités de mobiliser plus de ressources. L'événement qui nous réunit ce matin est donc capital pour nos collectivités territoriales. La coopération décentralisée est un partenariat entre communes togolaises et collectivités territoriales locales étrangères, qu'elles soient bilatérales, multilatérales, horizontales ou verticales. La coopération décentralisée constitue l'une des voies de développement de nos collectivités locales.
La ville d'Atakpamé expérimente depuis 1958 la coopération décentralisée. Des relations concrètes ont été faites à partir des besoins exprimés par les populations. Le processus de décentralisation enclenché au Togo fait face donc à de nombreux défis et les acteurs doivent trouver de nouvelles stratégies pour développer leur commune. Et la coopération décentralisée se révèle donc aujourd'hui comme une solution efficace. Qu'est alors la coopération décentralisée et quelle est son importance dans l'amélioration des conditions de vie des populations? Les réponses dans ce dossier signé Carmen Madji. Akapa. Depuis juin 2019, le Togo a fait un grand pas dans son processus de décentralisation avec l'élection des 1527 conseillers municipaux pour la gestion des 117 communes. Mais les collectivités territoriales font face à de nombreux enjeux et défis dans la mise en œuvre des actions de développement. Les changements climatiques, l'accès à l'énergie et le développement économique, entre autres, restent des domaines qui nécessitent des investissements. La coopération décentralisée semble être une piste de solution. La coopération décentralisée n'est rien d'autre qu'un moyen de mise en commun pour permettre à des collectivités de pouvoir maximiser des efforts avec d'autres dans une forme de mutualisation pour pouvoir bénéficier des apports, des appuis aussi techniques que financiers pour le rayonnement de ces communes à l'international, puisque nous sommes dans un monde maintenant où les compétences doivent être partagées. L'intérêt des communes du Togo à entrer dans une telle coopération est immense. À travers un simple contrat de jumelage avec une ville européenne, américaine, peut se traduire concrètement par une aide conséquente à des institutions ou à des réalisations concrètes pour les populations de ces communes. J'ai été élu maire dans une commune en France. Cette commune, Évry, il y avait un budget pour la coopération décentralisée. Et ça s'est traduit pour nous par un des besoins les plus fondamentaux de la ville de Bamako, c'était le ramassage des ordures ménagères. Dans certaines communes, les salles de classe étaient beaucoup plus des abris de fortune qu'autre chose. Nous avions remédié à cela. Ça peut aller jusqu'à la soutenance des micro-projets de développement sur le plan commercial, sur le plan entrepreneurial. Ça peut être aussi sur le plan purement éducatif, scolaire, par la mise en place de bourses d'études permettant aux jeunes les plus méritants de ces communes de pouvoir poursuivre leurs études dans ces grandes villes qui seront partenaires de nos communes. La vision du gouvernement est ambitieuse. Le Togo sera bientôt, selon les experts, un pays structurellement transformé où tous les acteurs, y compris les collectivités locales, participent substantiellement à une croissance économique forte, durable et inclusive. Vous êtes titulaire du BEPC et vous avez 16 ans. Vous avez la possibilité de préparer votre bac professionnel à l'IFAD Bâtiment de Lomé. Le processus de recrutement des apprenants est lancé ce mercredi. Les précisions avec Edem Soussoupo. IFAD Bâtiment s'apprête à accueillir ses premiers apprenants. La toute première vague de recrutement s'étend du 23 juin au 7 juillet 2021. Cette vague sera formée en bac pro pour une période de 3 ans. Les candidats désireux de s'inscrire au bac pro doivent être titulaires du BEPC et avoir entre 16 et 29 ans. Pour cette première phase, nous allons former au bac pro spécialement. Il y aura bac pro gros œuvres et là-dedans, il y a tout ce qu'on formera pour la maçonnerie générale, la maçonnerie de structure et tout ce qui va avec. Il y a le bac pro conditionnement de l'air et froid et c'est tout ce qui concerne la climatisation. Et il y a le bac pro aménagement et finition, c'est-à-dire le carrelage, la peinture, plâtre et puis le staff. Et cette formation implique vraiment un schéma d'organisation pour sa mise en œuvre et surtout un suivi pour que la formation en entreprise soit réellement une formation et pas comme un stage que nous connaissons aujourd'hui en entreprise. La rentrée prochaine sera en août. Le processus de recrutement va s'achever en fin juillet. Les candidats retenus seront connus
du grand public. Il faut remplir les conditions qui sont sur le site de l'AED. Il s'agit de remplir une fiche d'autorisation parentale pour les mineurs et également un dossier d'inscription. L'IFAD Bâtiment de Lomé dispose de 4 pôles de formation. Nous avons la finition et le second œuvre. Nous avons la menuiserie et métallerie. Nous avons l'énergie et fluide. Et nous avons la maçonnerie et le gros œuvre. 15 filières de formation au total sont prévues. 8 seront ouvertes à la rentrée 2021 et 2022. L'objectif de la formation dans les IFAD, c'est l'adéquation formation-emploi. Il faut former des jeunes capables de s'insérer dans le domaine professionnel et qui ont des compétences requises. Le directeur général de l'IFAD ainsi que les formateurs professionnels ont séjourné en France auprès de nos partenaires expérimentés pour acquérir le savoir-faire. Les candidats peuvent faire un dépôt physique au lycée d'enseignement technique et professionnel d'Anero Glidi, d'Atakpame, de Mango, de Sokode, au collège militaire Eadema, branche technique Kara. Aux IFAD aquaculture et Lavagnon, élevage de Barkwasi et bâtiment d'Adido Gomé. La possibilité leur est également donnée de faire le dépôt en ligne sur le www.aed-ifad.tg. La fiche d'inscription est à télécharger sur le même site. L'IFAD Bâtiment permettra de former des jeunes pour répondre aux besoins des professionnels en BTP. Vers une meilleure gouvernance transfrontalière des ressources partagées du bassin du Mono. Durant 3 jours, des membres de l'autorité du bassin du Mono, Togo-Bénin, vont acquérir des outils nécessaires pour gérer de manière durable et équitable les ressources du bassin partagées par les 2 pays, et ceci pour prévenir d'éventuels conflits. Les détails avec Abidé Nyazingbe. Long d'approximativement 467 km et drainant un bassin versant d'environ 25 000 km², le fleuve Mono arrose le Bénin et le Togo. Sa gestion est partagée entre les 2 pays depuis 1968. Pour la durabilité de la ressource eau et la prévention des conflits, les membres du comité de gestion du bassin se retrouvent régulièrement pour échanger. C'est d'abord éclairer les participants sur ce que c'est que la gestion transfrontalière des ressources. Quand nous parlons de ressources, ce n'est pas seulement les ressources en eau, il y a aussi les ressources environnementales, les ressources foncières et les ressources connexes du bassin du Mono. Et il s'agira également, à la fin de cet atelier, que les différents participants, que sont les membres des comités nationaux du bassin du Mono au Bénin et au Togo, soient éclairés sur ce que c'est que le partage des coûts en matière de ressources en eau partagées. Par exemple, j'ai parlé du barrage de Nangbeto. C'est un barrage commun. Donc, c'est les 2 pays qui se sont mis ensemble pour construire ce barrage. Donc là, il y a le partage des coûts. Et également, les fruits générés. La formation reçoit le soutien du projet Building River Dialogue and Governance. Le bassin accueille 3,5 millions d'habitants qui se repartissent de manière équilibrée entre les 2 pays, ce qui représente 32% de la population totale au Togo et 16% de la population totale du Bénin. Et je vous le disais en début d'édition, l'Inde est un partenaire de choix pour accompagner donc le Togo dans son projet d'indépendance énergétique. Exim Bank de l'Inde vient de consentir un prêt de 22 milliards de francs CFA au gouvernement togolais pour électrifier près de 350 villages sur toute l'étendue du territoire national. Les précisions avec Carmen Madji à Kako. L'Inde réitère son engagement à soutenir le Togo dans son processus de développement. Un montant de 40 millions de dollars américains, soit environ 22 milliards de francs CFA, vient d'être mis à la disposition du gouvernement. C'est un prêt qui va servir à électrifier 350 villages par un système solaire photovoltaïque. Ce partenariat comprend non seulement l'extension des lignes de crédit soutenues par le gouvernement indien dans les domaines de l'électrification rurale, de l'agriculture et des lignes de transmission, mais aussi des programmes de formation pour le renforcement des capacités dans le cadre du programme indien de coopération technique et économique high-tech.
high-tech. Ce projet s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie d'électrification du Togo et cadre parfaitement avec le Plan national de développement PND et la feuille de route Togo 2025 dans son axe 1 selon le ministre de l'Économie et des Finances. Ce choix de doter notre pays de systèmes solaires photovoltaïques prouve à suffisance que le Togo est résolument engagé sur le chemin du développement et les efforts du gouvernement sous l'égide du chef de l'État se poursuivent pour une augmentation de la couverture énergétique de notre pays afin de parvenir à l'indépendance énergétique. Les résultats tangibles attendus à la fin de ce projet sont notamment l'installation de 2000 systèmes d'irrigation solaire, l'électrification de 500 écoles, l'installation de 500 systèmes de pompage solaire pour l'adduction en eau potable. Je voudrais exprimer ici toute notre gratitude au président de la République, son Excellence M. Faure Essozimana Gnassingbé, pour son leadership et l'attention particulière qu'il accorde à la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 pour le bien-être des populations. Cette ligne de crédit constitue le 3e projet d'électrification rurale financé par le gouvernement indien. Le premier, qui a permis d'électrifier 39 villages, a été achevé en 2014 et le second, couvrant 150 localités, est en phase finale de mise en œuvre. Santé à présent avec une lutte qui suit toujours son cours. Il s'agit de celle contre le paludisme. Oui, le paludisme tue. Et dans la région centrale, la campagne de prévention saisonnière contre la maladie, la prévention donc des enfants, a officiellement démarré. Les précisions avec Désiré Aloyi sur place. Une administration de l'amodiaquine, plus sulfadoxine, pyrimétamine au petit Richard pour le traiter et le protéger contre le paludisme, une cause de mortalité infantile. Dans la région centrale, la mise en œuvre de la chimioprévention du paludisme saisonnier démarre. Des enfants de 3 à 59 mois vont prendre cette dose pour se protéger. Je suis très contente parce que c'est pour prévenir mon enfant du paludisme. C'est ce paludisme-là qui tue beaucoup nos enfants ici, dans nos milieux ici. Et que toutes les femmes qui ont des enfants de ce stage-là, on nous a dit que c'est à partir de 3 mois jusqu'à 59 mois. Donc ces femmes-là n'ont qu'à accepter pour qu'on puisse leur donner ces médicaments-là pour nous protéger, pour protéger nos enfants. Les régions centrales, Kara et Savane, sont concernées par cette chimioprévention du paludisme saisonnier. C'est un cycle qui dure 3 jours. Le premier jour, l'enfant prendra un comprimé d'amodiaquine et un comprimé de sulfadoxine pyrimétamine. Et les 2 derniers jours, il va prendre un comprimé d'amodiaquine. La cible au niveau de la région centrale est environ 140 000 enfants. Et nous devons réussir à administrer 95% de la SPAQ à 95% de ces enfants et que 95% de l'ensemble des familles puissent adhérer à cette activité-là. Et donc la stratégie sera le porte-à-porte dans le respect des mesures barrières. Et nous avons également des équipes fixes dans les formations sanitaires. Nous avons 4 cycles pour l'année 2021, donc juin, juillet, août et septembre. Les pluies ont commencé, c'est la période de haute transmission, donc il faut aller vite pour réduire les porteurs de plasmodium. Donc Malaria Consortium, avec les autres partenaires qui accompagnent le Togo dans la lutte contre le paludisme, nous sommes très fiers que cette campagne ait débuté. Les acteurs de la santé au niveau de la région centrale prévoient couvrir toute la cible au cours de cette campagne. Ils appellent les parents à une mobilisation pour relever le défi. L'UNICEF, l'OMS et d'autres partenaires, notamment Malaria Consortium, soutiennent le gouvernement togolais dans cette lutte contre le paludisme.
Et la lutte contre la Covid-19 concentre toujours les attentions et la coordination nationale de riposte était face à la presse ce mercredi pour évoquer notamment les nouveaux variants apparus et surtout les prochaines fêtes traditionnelles. Voyons cela avec Dodo Ale. C'est en principe le grand moment des Evala. Curieux et pratiquants nourrissent l'espoir de rattraper le rendez-vous manqué l'année dernière. Y aura-t-il Evala ou non cette année? La question a été posée à la coordination. Ça fait partie des activités au niveau du ministère du Tourisme et de la Culture qui organise cela, qui doit veiller à cela et qui, s'il veut que ça se passe, doit nous soumettre un dossier. Quoi qu'il en soit, vigilance et de rigueur, surtout avec les nouvelles formes du virus plus contagieuses qui apparaissent. Il y a eu d'abord des variantes anglaises, puis la variante sud-africaine, qui sont des variantes alpha et bêta. Puis après est apparue une variante delta. Et cette variante delta, qui commence par être la variante la plus dominante, qui a une forte contagiosité. Il y a encore une autre variante qui est apparue, variante delta plus. Certaines mesures ont été prises pour éviter à la fois l'arrivée de la variante, mais aussi pour éviter la propagation de cette variante si elle est là. Tous ceux qui viennent des zones où il y a ces variantes, notamment les zones phares, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde, bientôt certains pays pourront s'additionner. Ces voyageurs ou ces personnes qui proviennent de ces pays sont systématiquement isolés pendant au moins 10 jours. La seconde mesure, c'est que la plupart des prélèvements, nous envoyons pour les séquençages, pour observer l'apparition des variantes et prendre rapidement des mesures pour circonscrire s'il y a une variante qui apparaît. Et la troisième mesure, le respect des mesures barrières. L'OMS redoute déjà la troisième vague en Afrique face au faible taux de vaccination dans certains pays. En tout cas, au Togo, 120 000 sont déjà vaccinés à la deuxième dose d'AstraZeneca et 15 000 ont reçu la première dose de Sinovac. En attendant d'autres vaccins, la coordination insiste sur le respect des mesures et restrictions sanitaires. Nous avons constaté qu'il y a le non-respect des mesures barrières, le port de masque, mais aussi dans les bars et les boîtes de nuit. Nous devons continuer par respecter les mesures barrières jusqu'à la vaccination d'au moins 60% de notre population. 84 cas enregistrés cette semaine, la plupart concentrés à Lomé, et 2 décès liés au traitement inadapté dans les cliniques. La coordination invite la population à se faire traiter dans les centres publics dédiés aux malades de Covid-19. Et à ce jour du mercredi 23 juin 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 749, 14 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 379, 17 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 242 et le nombre de décès est de 128. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et l'actualité de ce mercredi hors du Togo est marquée par la condamnation à la prison à vie de Guillaume Soro, l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, et 17 de ses proches poursuivis pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et complot, diffusion de fausses nouvelles et troubles à l'ordre public ont été jugés par le tribunal criminel d'Abidjan. Et 14 prévenus étaient dans le box des accusés. Les autres, dont Guillaume Soro, étaient jugés par contumace car en exil en Europe. Le Togo va en guerre contre le dopage dans le sport. Et pour cela, les présidents de fédérations et responsables des institutions affiliées au ministère des Sports étaient formés justement pour lutter contre le phénomène, un phénomène récurrent dans le monde sportif. Voyons cela avec Sonia Aminiko. Le Togo part en guerre contre le dopage dans les disciplines sportives, un phénomène qui affecte de plus en plus le domaine.
Ici, présidents des fédérations et responsables des institutions sportives améliorent leurs connaissances sur le phénomène. Une disposition prévue dans la Convention internationale de lutte contre le dopage. En tant que responsables au plus haut niveau, ils doivent savoir, n'est-ce pas, les méfaits du dopage dans le sport et ces méfaits par rapport à la carrière du sportif. Parce qu'ils sont appelés, n'est-ce pas, à conseiller les jeunes qui sont sous leur tutelle. Donc par rapport à la procédure, comment est-ce que se déroule le contrôle antidopage au niveau du poste, du prélèvement jusqu'à l'appel quand le résultat est positif. Nous sommes en arrimage avec les textes qui recommandent au cours de l'évaluation qu'on puisse témoigner qu'on a renforcé les capacités des acteurs du sport. Et nous voulons aussi, après cette formation, aller vers les entraîneurs des équipes sportives. Conscient de son impact sur l'épanouissement du sport, le Togo s'est engagé depuis quelques années dans la lutte contre le dopage. La ratification de la Convention internationale contre le dopage dans le sport et la signature de la Convention de Copenhague en 2003 en sont une illustration. Notre ambition commune en tant qu'État est de décourager, sinon d'éradiquer, le dopage dans la mesure où sa persistance perpétue la culture de la triche, entrave la pratique saine des activités physiques et sportives, ternit l'image de marque de notre pays. Lorsque les athlètes trichent en se dopant, ils se font du tort et nuisent à leur sport et santé, tout comme à leurs pairs qui participent aux compétitions dans le respect de l'éthique sportive. Dans ce grand et noble combat pour une éthique sportive, je voudrais réaffirmer l'intérêt du gouvernement togolais à œuvrer pour protéger la santé des sportifs, pour combattre les trafics de produits dopants, en vue de protéger l'image du sport et des sportifs. La présente rencontre vise non seulement à intensifier la lutte contre ce fléau, mais aussi favoriser la pratique d'un sport sain et contribuer à combattre la triche dans la pratique du sport. La formation reçoit l'appui technique et financier de l'UNESCO. Le président du comité de gestion du Fonds d'aide à la culture FAC rappelle à l'attention des artistes et promoteurs culturels que l'appel à projet lancé et paru dans le quotidien national Togo Presse numéro 11045 du 26 mai 2021 sera effectivement clôturé le 30 juin 2021. Passé ce délai, aucune dérogation ne sera acceptée. Et c'est donc professeur Kojona Kadanga, le président donc du comité de gestion du Fonds d'aide à la culture, qui a donc signé ce communiqué. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Encore une fois, prudence sur nos routes. Lomé est sous la pluie ce soir. Bonsoir.